Bonjour chers élèves, on est toujours dans la continuité du programme d'économie et organisation administrative des entreprises. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de la troisième partie, information dans l'entreprise. On avait traité la dernière fois la recherche d'informations et les différentes sources utilisées par l'entreprise pour rechercher son information. Et deuxièmement, quels sont les moyens qui sont utilisés pour le classement de cette information. Aujourd'hui, on va aborder le troisième chapitre intitulé « Structure et codification de l'information ». Donc, l'objectif de ce cours, ou les objectifs plutôt, sont premièrement d'identifier les différents éléments qui composent une information et deuxièmement, de pouvoir codifier l'information en utilisant les différentes méthodes. Donc, pour le faire, on va adopter le plan suivant. Premièrement, on va essayer de s'intéresser à la structure d'information, ça veut dire quels sont les éléments qui composent une information. Deuxièmement, aux méthodes utilisées pour codifier l'information. Donc, ces méthodes, on va diviser en deux catégories. Codification fonctionnelle d'abord et la codification technologique ensuite. Donc, on commence premièrement par ce qu'on appelle la structure de l'information. On va prendre l'exemple d'une information. Donc, il s'agit d'une société qui est appelée bien sûr SA Sogep, qui est située à Meknes. Donc, cette information, donc, pour l'obtenir, ou pour l'écrire plutôt, donc, on utilise des éléments de base qui sont les chiffres, les lettres et les symboles. Ces éléments sont appelés caractères. La somme de caractères sont appelés mots, donc, qui peuvent être soit des mots alphabétiques, donc sous forme de, par exemple, d'adresse, El Farah, Meknes, etc., soit sous forme de chiffres, comme le chiffre 177 et le chiffre 59. Une suite de mots dans ce qu'on appelle une rubrique. Rue El Farah est une rubrique, par exemple, Société Sogep, c'est une rubrique, etc. La somme de toutes ces informations est appelée article. Donc, on va essayer maintenant de résumer pour voir comment on va définir chacun des éléments. Donc, le caractère sont généralement des éléments de base qui sont utilisés dans l'information. Ces éléments peuvent être des lettres, ça veut dire les lettres de l'alphabet, A, B, C, etc. Ils peuvent être aussi des chiffres. Les chiffres, ça commence par exemple de 0, 1, 2, etc. Comme ça peut être des symboles qui sont utilisés dans la ponctuation, les virgules, les points, ou d'autres symboles qui sont utilisés dans les abréviations, comme les slash par exemple. La somme de caractères, ou un ensemble de caractères, nous donne ce qu'on appelle des mots. Les mots, c'est un ensemble de caractères qui sont réunis, qui sont classés et qui ont une signification. Ils peuvent être sous une forme alphabétique, sous forme de mots, par exemple le mot marocain, sous forme numérique, ça veut dire des chiffres, un ensemble de chiffres, comme des années par exemple, ou sous forme alphanumérique, ça veut dire une forme qui mélange entre les deux. Rue 13 par exemple. Un ensemble de rubriques, donc regroupées dans ce qu'on appelle, un ensemble de mots plutôt regroupés dans ce qu'on appelle une rubrique. Une rubrique, c'est donc un ensemble de mots qui ont un sens. Donc, le cas des dates de naissance, le cas des adresses, etc. Et finalement, donc, la somme ou l'ensemble de rubriques nous donne ce qu'on appelle un article. Il s'agit d'un ensemble d'informations qui sont classées et qui ont une signification. Donc, il s'agit par exemple d'une fiche d'information sur un élève, il s'agit des informations sur une société, etc. Donc, la question qui se pose maintenant est pourquoi codifier une information? Pourquoi passer par cette étape très importante de la codification? Donc, l'information en général vient sous forme d'un langage qu'on appelle langage naturel, sous forme de paroles, sous forme de texte, sous forme de documents. Donc, il doit passer par une étape qui est appelée codification fonctionnelle. Pourquoi faire? Pour obtenir un langage qu'on va appeler langage abrégé. Ça veut dire un langage qui est résumé et qui facilite le traitement et l'utilisation de l'information. Ce langage abrégé passe ensuite par une autre codification qui est appelée codification technologique. Cette codification technologique permet de rendre cette information lisible ou perceptible par une machine ou par un ordinateur. On va voir bien sûr ensuite comment on obtient les différentes codifications et quelles sont les méthodes utilisées pour codifier cette information. On commence donc par la codification fonctionnelle. La codification fonctionnelle est une méthode qui permet de résumer ou d'abréger l'information sous une forme symbolique. Exemple, donc l'exemple le plus utilisé par les élèves est l'exemple d'entreprise. Elle est généralement abrégée sous la forme E/S.
SE. Donc ça permet de réduire la taille de l'information et la quantité d'information et ça permet de faciliter le traitement de l'information. Donc pour codifier l'information, on utilise ce qu'on appelle des codes, des éléments qui remplacent et qui résument l'information. Ces codes se divisent en deux catégories. Le premier, on va l'appeler donc code élémentaire. C'est un code qui est établi bien sûr à partir de l'information et qui est établi pour donner la signification d'une seule propriété. L'exemple le plus courant, c'est celui des codes séquentiels. C'est quoi un code séquentiel? Ce sont des codes qui sont donnés sous forme de séquence, sous forme d'une suite et qui a une certaine signification. L'exemple, c'est le matricule. Donc les immatriculations des voitures sont données en fonction de l'appartenance ou la ville à laquelle elles appartiennent. Donc ces codes sont généralement simples, ils sont très clairs, mais ils ont bien sûr la limite d'être non significatifs. Si on les lit tout seul, de manière indépendante, ils n'ont aucune signification. Deuxièmement, ce qu'on appelle un code significatif descriptif, c'est un code qui signifie et qui décrit quelque chose, qui décrit une particularité. Le cas le plus courant, c'est celui des tailles. Donc, par exemple, lorsque je parle d'une taille M, d'une taille L ou d'une taille, par exemple, XL, ça veut dire que ça reflète un ensemble de propriétés relatives à la personne qui est concernée. Deuxièmement, ce qu'on appelle un code significatif mnémonique. Un code significatif mnémonique, ça veut dire un code qui est facile à mémoriser, ça veut dire qu'il renvoie à la mémoire. C'est le code généralement des monnaies. Par exemple, la monnaie du Maroc est symbolisée au niveau international MAD, MAD. Le dollar est symbolisé USD, etc. Ces deux codes ont la particularité, bien sûr, d'être significatifs, ça veut dire qu'ils ont une certaine signification, qui sont faciles à mémoriser, mais en même temps qu'ils sont insuffisants. Si on les lit de manière indépendante, donc ils sont insuffisants. Par exemple, lorsqu'on parle de la taille, donc inutile de dire la taille si on ne s'intéresse pas à la personne ou on ne s'intéresse pas aux vêtements, par exemple. Deuxième type de codification, ce sont des codes complexes ou la codification complexe. La codification complexe, c'est une codification qui trace ou qui donne la signification de plusieurs propriétés à la fois. Le premier code, ce sont les codes généralement utilisés dans les magasins commerciaux qu'on appelle codes juxtaposés ou articulés. C'est un code qui reflète plusieurs propriétés en même temps. L'exemple le plus courant, c'est celui des codes barres. Le code barre, c'est un code qui est composé de 13 chiffres. Chacun des chiffres, bien sûr, il a une signification. Le premier, c'est celui du pays. Les 5 suivants, ce sont le symbole du fabricant ou le numéro du fabricant. Les 6 suivants, c'est un numéro de produit. Et le dernier, c'est un élément qui concerne le centre commercial lui-même, c'est un élément de contrôle. Par exemple, pour représenter un ensemble d'informations, pour dire par exemple le shampoing X qui est produit par la société Alpha, qui est située dans la ville de Casablanca au Maroc. Donc, je vais dire toute cette information en écrivant un seul numéro composé de 13 chiffres. Ces codes ont la particularité d'être bien sûr clairs, non ambigus, mais ils sont généralement très lourds et très difficiles à mémoriser. Donc, on ne peut pas mémoriser par exemple tous les codes des produits qui sont composés de 13 chiffres. Deuxième catégorie de codes complexes, ce qu'on appelle les codes hiérarchisés. Ce sont des codes qui sont bien sûr une certaine logique dans le classement. Donc, les codes les plus utilisés ou les plus utilisés par les élèves sont généralement les codes du plan comptable. Par exemple, pour dire frais de constitution, j'utilise le code 2111. Le premier chiffre, il fait référence à la classe à laquelle appartient ce compte. Le deuxième chiffre à la rubrique, le troisième au poste. Et le quatrième, bien sûr, fait référence au compte utilisé. Donc, au lieu de dire toute une phrase pour dire, par exemple, vente de marchandises, je vais la remplacer par un code 7111. Pour dire frais de constitution, je vais la remplacer par le code 2111. Donc, si vous l'avez remarqué, pendant le cours, lors des codes juxtaposés, par exemple, on avait parlé d'une clé de contrôle. Clé de contrôle, ça veut dire une clé ou un chiffre ou un symbole qui permet de vérifier les informations qu'on a enregistrées, qui permet de vérifier le code lui-même. Donc, pour obtenir cette clé de contrôle, on utilise généralement 3 méthodes qui sont appelées modulo. La première, donc on va l'appeler modulo 10, modulo 23 et modulo 97. Les chiffres à la fin de ces méthodes reflètent le nombre de symboles qu'on peut utiliser pour contrôler. Ça peut être des lettres ou des chiffres qui sont utilisés. Donc, pour expliquer l'utilité de ces symboles, je vais garder bien sûr l'explication après le traitement de ces 3 méthodes.
On commence par la première méthode. La méthode appelée donc modulo 10. Je vais prendre l'exemple d'un code. Un code qui est utilisé dans les badges pour contrôler l'accès à un parking qui est réservé aux professeurs. Ce code contient 4 chiffres. Le premier, réservé au sexe, ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'hommes ou de femmes. Deuxièmement, le lycée professionnel dans lequel travaille ce professeur. Troisièmement, la spécialité ou la matière qui est enseignée par ce professeur. Et finalement, donc, on a laissé une petite case pour la clé de contrôle. Donc, pour obtenir cette clé de contrôle, selon la méthode modulo 10, on passe par 2 étapes. La première, dans laquelle on multiplie chacun des chiffres du code dans 1 ou 2 en fonction de son rang. Est-ce qu'il s'agit d'un rang impair ou pair? On commence de la droite vers la gauche. Le chiffre 4, par exemple, son rang c'est 1. S'il s'agit d'un chiffre impair, donc on le multiplie fois le chiffre 1. Le deuxième, c'est un chiffre, bien sûr, impair, c'est un chiffre pair, donc on le multiplie fois 2. Et ainsi de suite. Donc 1, 2, 1, 2, etc. Donc le produit de ces chiffres est ensuite donc, regroupé, donc on fait la somme de ces chiffres pour obtenir ce qu'on appelle une clé ou ce qu'on appelle la somme. Donc cette somme est ensuite, dans la deuxième étape, retranchée de la dizaine la plus proche. Par exemple, pour le chiffre 13, la dizaine supérieure la plus proche est le chiffre 20. Donc la différence entre les deux chiffres nous permet d'obtenir la clé de contrôle, qui est ici le nombre 7. Donc, souvenez-vous très bien de ces 2 étapes. La première, donc, il s'agit de multiplier les chiffres fois les valeurs 1 et 2, en commençant par la droite. Et dans la deuxième, on essaie de retrancher le résultat obtenu de la dizaine la plus proche. Par exemple, si on a le chiffre 27, la dizaine la plus proche, c'est 30. 49, la dizaine la plus proche, c'est 50, et ainsi de suite. Deuxième méthode, ce qu'on va appeler méthode modulo 23. On va reprendre toujours le même exemple, ça veut dire le code d'autorisation pour accéder au parking. Pour obtenir le code, on passe toujours par 2 étapes. La première, dans laquelle on divise le code par le chiffre 23. 23 qui est le nombre de codes qu'on va utiliser. Donc ici, il ne doit pas utiliser le décimal. Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre les chiffres avec la virgule, car on est intéressé par le reste de la division. Ici, par exemple, le reste de la division, c'est le chiffre 14. La deuxième étape consiste à rechercher le chiffre parmi les lettres de l'alphabet. Par exemple, ici on a mis déjà les lettres de l'alphabet et on les a numérotées de 0 jusqu'à 22. Vous allez me dire bien sûr que les lettres de l'alphabet comptent 26 lettres. Donc, on a supprimé 3 de ces lettres. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent généralement à des chiffres. On a supprimé la lettre S parce qu'il ressemble au chiffre 5. On a supprimé la lettre O parce qu'il ressemble à 0. Et on a supprimé aussi la lettre I parce qu'il ressemble au chiffre 1. Donc, on recherche le reste de la division parmi les lettres de l'alphabet. Ici, par exemple, la lettre numérotée 14, c'est la lettre Q. Donc, on va dire que la clé de contrôle du chiffre 2314 est la lettre Q. Troisième méthode utilisée, appelée méthode modulo 97, passe par le même principe avec un petit changement. Donc, il s'agit de diviser le code par le chiffre 97. Le reste obtenu, le reste de la division, ici c'est 83, est ensuite retranché de chiffre 97. Donc, la solution est donc la clé de contrôle qu'on recherche. Ici, par exemple, on a retranché 83 du chiffre 97 pour obtenir la clé de contrôle qui est 14. Donc, comme j'ai dit, le chiffre 97 signifie que les codes utilisés sont au nombre de 97. Donc, pourquoi utiliser une clé de contrôle? La clé de contrôle, donc, généralement composée de 13 chiffres, lorsqu'elle est utilisée par quelqu'un, donc par exemple dans un magasin commercial, il y a les gens qui notent, qui enregistrent les marchandises à l'entrée, les gens qui, bien sûr, les responsables de caisse qui notent parfois les chiffres ou les codes des marchandises pour connaître le prix. Donc, le fait de saisir à chaque fois ce code va contribuer ou va bien sûr causer des erreurs. Donc,
Ces erreurs sont généralement faites à la phase de saisie. Donc pour éviter ces erreurs, on utilise ce qu'on appelle la clé de contrôle. Cette clé de contrôle permet à l'ordinateur de comparer à la fois le code et la clé. Si les deux valeurs correspondent, ça signifie qu'il n'y a pas d'erreur dans le code. Si les deux valeurs, bien sûr, ne sont pas similaires, ça veut dire qu'il y a nécessairement une erreur faite lors de la saisie. Deuxième niveau de codification, c'est la codification technologique. Généralement, le langage parlé par l'homme, ce n'est pas le même langage utilisé par les machines, parce que la machine ne connaît que deux valeurs, qui sont les valeurs vraies ou faux, oui ou non. Donc, ces valeurs sont notées généralement en langage mathématique 0 et 1. Donc, pour passer d'une information qui est utilisée par l'être humain à une information qui va être utilisée par la machine, on utilise généralement ce qu'on appelle la codification technologique. Ça veut dire qu'on traduit le langage humain à un langage qui peut être utilisé par la machine. Ce langage est appelé langage binaire parce qu'il n'utilise que deux valeurs, les valeurs 0 et 1. On va prendre un exemple. Donc, supposons qu'on veut convertir ou traduire le chiffre 9 en langage binaire. Pour le faire, il s'agit de diviser le chiffre sur 2 jusqu'à obtenir, donc de continuer dans la division, jusqu'à obtenir bien sûr dans le produit de la division le chiffre 0. Ensuite, la deuxième étape, donc ici, pour écrire le chiffre 9, on écrit 9 et entre parenthèses 10 pour signifier que 9 est dans le langage, qu'on utilise le chiffre 9 dans le langage décimal. Pour obtenir sa valeur dans le langage binaire, donc on reprend les restes de la division. Donc, on commence par le bas vers le haut. Donc, ici, c'est le chiffre 1. On note ensuite 0, 0 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on va lire? 9 en langage décimal est équivalent à 1001 en langage binaire. Passons maintenant à l'opération inverse. Ça veut dire, si on cherche à passer du langage binaire vers le langage décimal. Dans ce cas, on va reprendre le même exemple. La valeur bien sûr utilisée était de 1001. Pour passer au langage décimal, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer de la droite vers la gauche en multipliant chacun des chiffres fois le chiffre 2 à la puissance 0, 1, 2 et ainsi de suite. Le chiffre 1, le premier chiffre à droite, est multiplié fois 2 à la puissance 0. Le deuxième fois 2 à la puissance 1. Troisième fois 2 à la puissance 2 et ainsi de suite. La somme des résultats obtenus nous permet d'obtenir ce qu'on appelle le chiffre décimal. Ici, 1001 en langage binaire est équivalent à 9 en langage décimal. Donc, pour simplifier, on utilise généralement une table dans laquelle on résume les différentes puissances du chiffre 2. Par exemple, ici, de 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 9, pour simplifier le travail. Donc, avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que la séquence prochaine sera notée bien sûr la collecte et saisie d'informations. Tandis que les exercices, bien sûr, on va les traiter dans une séquence qui sera dédiée aux exercices et à leur correction. Merci pour votre attention.